Mesdames, Messieurs, chers jeunes, chers invités en présentiel et en ligne, bonsoir. Unique en son genre, les réunions annuelles du partenariat de Ouagadougou offrent un cadre de partage et d'apprentissage entre les pays membres, mais aussi avec d'autres pays. Cette 13e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou met le projecteur sur les pays membres. Dans un contexte marqué par des défis persistants, tels que les barrières culturelles, les crises humanitaires et les inégalités géographiques, comment le Sénégal et la Mauritanie continuent à délivrer les services à la population. C'est donc un partage de résultats, d'expériences, d'innovations et de perspectives pour la région du PO. Elle nous ramène également vers l'agenda recherche du PO à travers la recherche conduite par l'ASDEL sur l'amélioration de l'accès des jeunes aux services de PF au Bénin. Je suis Fatou Janssen, senior conseillère plaidoyer chez MSI Reproductive Choices et modératrice de cette première session pays de la 13e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Sous vos ovations, j'invite Dr Ndeye Awa Ndiaye du Sénégal, Dr Sidi Ibrahim. Non, vous pouvez faire mieux. Oui, sous vos ovations. J'invite Dr Ndeye Awa Ndiaye du Sénégal, Dr Sidi Ibrahim de la Mauritanie, Dr Thierry Omolade Lawale à rejoindre le panel. D'accord, merci. Ok, d'accord. Dr Ndeye Awa Ndiaye, juste pour vous donner un peu plus de précision sur nos panélistes, est la chef de la division de la planification familiale au ministère de la Santé du Sénégal. Dr Sidi Ibrahim est le directeur de la santé maternelle, néonatale et des adolescents au ministère de la Santé de Mauritanie. Dr Thierry Omolade Lawale est le directeur en charge de la santé de la mère, du nouveau-né, des enfants, des adolescents et jeunes au ministère de la Santé du Bénin. Merci beaucoup, chers panélistes. Donc, pour commencer, vu qu'on nous a déjà pris un peu de notre précieux temps, on va aller un peu plus rapidement, juste pour vous informer que nous aurons des présentations de Dr Ndeye Awa Ndiaye et du Dr Sidi Ibrahim. Après cela, nous aurons un échange entre le Dr Lawale et un chercheur du centre de l'ASTEL. Et après cela, nous aurons une session questions-réponses. Donc, s'il vous plaît, patientez avec vos questions. Nous avons prévu un temps dédié et on aura un échange entre le public et les panélistes. Ceci dit, j'invite le docteur Ndeye Awa Ndiaye pour sa présentation. Merci. Je pense que vous pouvez aller là-bas.
Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous la présentation du Sénégal à cette importante réunion. Donc, nous allons faire l'économie de ce qui a été préparé pour être partagé aujourd'hui avec vous. Et je vais commencer par le contexte, peut-être passer rapidement sur la présentation du pays, avec les pays limitrophes qui sont schématisés, qui sont représentés au niveau de la carte, la superficie du Sénégal avec une population de 18 275 743 habitants et une population qui est très jeune. Et les moins de 24 ans représentent plus de 30% de la population avec des phares à 24%. Revenir un peu sur la mortalité maternelle, l'évolution du rapport de mortalité lié à la grossesse selon les dernières EDS de 2023. Le Sénégal est passé de 498 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes de 1992-1993 à 154 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2023. L'évolution de l'indice synthétique de fécondité de 1986 à 2023 montre une baisse régulière de cet indice de fécondité, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Mais le taux de l'indice de fécondité est beaucoup plus élevé en milieu rural. Là, il s'agit de l'évolution de la mortalité maternelle, de la mortalité infantile, néonatale et infanto-juvénile. Et la mortalité néonatale, je vais insister beaucoup plus sur ça, vous voyez qu'il y a une légère diminution de cette mortalité de 1997 à 2021, mais de 2019 à 2023, il y a une légère hausse de 2 points. Et c'est la même tendance pour les autres, aussi bien la mortalité infantile qu'infanto-juvénile ont connu régulièrement des baisses jusqu'en 2019 où il y a une légère hausse. Là, nous partageons les besoins non satisfaits qui sont de 19,1 au niveau national avec des disparités par région. Donc, ces besoins non satisfaits sont beaucoup plus importants au niveau des régions de Matam et Tambacounda, au niveau des régions de Sédhiou, Kolda, les régions qui sont situées vers le sud, et ils sont moins importants au niveau des régions de Saint-Louis et Louga. Là, nous avons le taux de prévalence contraceptive qui est de 25,6 et avec une disparité aussi, avec des taux très bas au niveau de Tambacounda, au niveau aussi de Matam qui ont enregistré les taux les plus faibles. Saint-Louis a un taux relativement plus important, 31,2. Dakar et Thiès aussi enregistrent les taux les plus élevés de prévalence contraceptive. Donc là, nous partageons l'impact. Quel est l'impact de la croissance de notre taux de prévalence contraceptive? Donc là, on voit en 2024, si on a un taux des utilisatrices à 846 000, ça aura comme conséquence une éviction de 328 000 grossesses non désirées. Il y aura 117 000 avortements à risque qui seront évités et les décès maternels évités seront de 610. Donc, pour vous dire l'importance de l'utilisation des méthodes contraceptives, à savoir la planification familiale en tant que telle. Et là, nous partageons rapidement les méthodes contraceptives et comme on l'a dit la directrice tout à l'heure, on voit que les implants sont la méthode la plus utilisée à 39%, suivie des méthodes injectables et en troisième position, nous avons les pilules contraceptives. Ici, nous comparons l'objectif national au progrès actuel. Et là, sur cette graphique, nous voyons
une évolution de l'objectif national qui serait idéal pour avoir le taux de 46% en 2028. Et là, les pas de progression seront à 4,9. Donc, il faut des pas de progression de 4,9 par année pour atteindre ce taux-là. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau, à l'état actuel, le taux de progression est de 0,8% par année. Donc, pour vous dire que ce sera difficile, à ce rythme en tout cas, d'atteindre ces objectifs-là. Là, il s'agit des engagements et des réalisations qui ont été faites pour essayer d'arriver à tenir ces engagements. Donc, pour l'engagement 1, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu l'organisation de campagnes de communication avec offre gratuite de produits contraceptifs. Il y a eu des stratégies aussi qui ont été mises en place, des stratégies intégrées de planification familiale. Il y a l'élargissement de la gamme de produits contraceptifs aussi, qui sont rendus disponibles au niveau des points de prestation de services. Concernant l'engagement 2, c'est le cadre réglementaire. Il y a eu des activités qui ont été menées dans ce sens, à savoir la validation de l'analyse situationnelle sur le degré d'application de la loi SR, l'élaboration, la validation et la mise en place d'un plan de plaidoyer pour ce décret d'application, mais aussi avec l'appui de la direction des affaires juridiques du ministère. Et la semaine dernière, il y a eu un atelier de mise à jour et de la loi SR et de ce décret d'application que nous comptons encore soumettre à l'autorité, espérant sa signature. Concernant l'engagement 3, c'est de renforcer l'instance multisectorielle de coordination des actions liées à l'APF et à la planification familiale avec l'implication plus accrue des autres secteurs ministériels concernés. Et il y a des réunions annuelles de consensus qui sont tenues en rapport avec les indicateurs comme des indicateurs du rapport SP 2030 et l'organisation même de comités pour le suivi de ces engagements aussi. Il y a le comité de pilotage de coordination de la SR-MENA, le comité technique de planification familiale qui permet non seulement le suivi des engagements, mais aussi le suivi des programmes et projets qui sont mis en œuvre. Il y a les revues annuelles conjointes qui sont utilisées, donc la liste est là. Il y a beaucoup d'activités qui sont menées dans ce sens. Pour le quatrième engagement, à savoir réduire les besoins non satisfaits chez les adolescents mariés de 15-19 ans, et 15-19 ans, 20-24 ans. Donc, beaucoup de réalisations aussi ont été faites, à savoir la digitalisation. Nous savons qu'actuellement, la digitalisation permet d'atteindre beaucoup plus d'adolescents jeunes. Il y a la subvention des espaces ados qui sont mis en place aussi dans les structures sanitaires. Il y a l'identification et la mise en œuvre de paquets d'activités selon l'approche centrée sur l'humain et basée sur des solutions endogènes. Et les ados sont impliqués dans tous les projets, programmes qui les concernent parce que nous savons aussi que les solutions peuvent venir de ces adolescents-là. Il y a la mise à l'échelle de stratégies et concepts innovants selon une approche multisectorielle, le New Deal, mon engagement pour la planification familiale basée sur la gestion du cycle menstruel et beaucoup d'activités de communication aussi au niveau de ces centres ados. Pour le quatrième engagement toujours, il y a le renforcement de capacité des prestataires. Ça aussi, c'est un aspect très important concernant les ados jeunes. Il y a l'identification des facteurs déterminants des besoins non satisfaits à travers des études de suivi et d'élaboration de plans d'action, qui sont suivis d'élaboration de plans d'action. Et ce qu'on dit, parfois, les études se font, mais les résultats ne sont pas pris en compte pour élaborer les plans d'action. Et je pense que c'est une chose très importante qui nous permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Pour l'engagement 5, assurer la continuité des services de planification familiale en situation d'urgence, notamment le dispositif minimum d'urgence. Il y a des activités de renforcement
capacités des acteurs qui ont été menés dans ce sens aussi, l'organisation dans chaque région de l'identification des besoins pour la mise en place de ce dispositif minimum d'urgence, l'acquisition et la mise en place d'intrants destinés à la mise en œuvre du dispositif au niveau des sites bénéficiaires au Sénégal. La mise en place de ce dispositif s'est fait selon, on a déjà eu 4 régions DRS qu'on a eu à former. On a formé dans le cadre de ce dispositif minimum d'urgence. Il y a eu l'acquisition des intrants, comme on l'a dit, et même une mise en place d'un groupe WhatsApp où on peut échanger, parce que récemment aussi, on a connu des situations liées au changement climatique, voire même les catastrophes au niveau des régions de Bakel et Matam. Donc pour l'engagement 6, à savoir assurer d'ici 2026 une augmentation annuelle de 20% de la contribution de l'État, qui est évaluée à 500 millions en 2021, pour atteindre 1 milliard, contribuant à une meilleure accessibilité et disponibilité des produits contraceptifs. Donc il y a l'élaboration, la validation et la mise en œuvre de plans de mobilisation de ressources prenant en compte les initiatives existantes avec JFF, mais aussi avec le projet SWED. Donc il y a aussi des ateliers de plaidoyer qui sont organisés aussi dans ce sens pour les sensibiliser sur l'importance de la planification familiale, mais aussi la nécessité d'investir. Il y a l'élaboration et la validation d'outils de plaidoyer, mais aussi des rencontres semestrielles de plaidoyer auprès des parties prenantes ciblées. Alors, les 3 piliers de notre réussite en 2024, c'est la mise en œuvre des interventions à haut impact, à savoir la planification familiale du postpartum. Et même, on a ajouté la planification familiale du post-abortum. Donc, la planification familiale PFPP, qui veut dire planification familiale post-pregnancy, qui concerne aussi bien la planification familiale et du postpartum et du post-abortum. Et beaucoup d'activités sont menées dans ce sens. Il y a l'identification systématique des besoins de la cliente et le DMPA-SC en AI qui permettra une autonomisation de la femme, surtout dans certaines situations où la femme a des problèmes d'accès aux services de planification familiale. Si elle arrive à utiliser cette méthode elle-même, ça va aussi permettre son autonomisation. Donc, ces stratégies sont mises en œuvre au niveau des 14 DRS du Sénégal. Il y a la mise à l'échelle de l'intégration des services de PFPP et SMNUNIT au niveau de 17 districts du pays. Et l'objectif, l'ambition, c'est d'enrôler tous les districts parce que nous savons que cette stratégie aussi permettra de maximiser les ressources, aussi bien financières que les ressources humaines. Il y a la redynamisation de la planification familiale au niveau communautaire avec l'offre initiale de pilules et de contraceptifs injectables parce que nous savons aussi que le niveau communautaire peut jouer un rôle important dans l'amélioration du taux de prévalence contraceptive, mais aussi dans la réduction des besoins non satisfaits. Pour les innovations, il y a le plan d'action national budgétisé 2024-2028 qui vient d'être validé. Et il y a un plan de communication qui accompagne ce plan, parce que nous savons tous l'importance de la communication dans la planification familiale. Et c'est pour cette raison que ce plan a été mis en place. Il y a aussi l'adaptation de l'offre de services auprès des adolescents jeunes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la population sénégalaise est très jeune. Et ces jeunes aussi ont une part importante dans l'élévation du taux de prévalence contraceptive. Le renforcement des prestataires de soins de santé et du personnel de soutien sur l'offre de services spécifiques aux adolescents. En effet, il faut tenir compte de cet aspect-là pour plusieurs raisons. Ces adolescents ne peuvent pas venir comme les adultes demander ce service-là dans nos contextes où on a aussi les barrières socio-culturelles. Il y a aussi le renforcement de l'offre de services de santé des adolescents et jeunes intégrés, adaptés et de qualité. Il
Il y a l'amélioration de la qualité de l'accueil aussi et l'orientation dans nos structures qui posent problème. Et vraiment, il y a des actions qui seront menées pour l'améliorer. Qu'est-ce qui entrave la progression de la planification familiale au niveau de notre pays? Donc, une situation que nous vivons, c'est la rétention des données sanitaires depuis le deuxième semestre 2022. Donc, rien que cette rétention des données plombe vraiment un peu les activités qui sont menées en planification familiale. Il y a aussi la non-implication des hommes. Et nous savons tous le pouvoir de l'homme dans la famille. Et si les hommes adhèrent à la planification familiale, on sait que la femme a beaucoup plus tendance à maintenir sa méthode contraceptive. C'est pour ça que nous tenons à ce qu'ils soient vraiment impliqués et à cet effet, des écoles des maris sont mises en place dans les différents districts sanitaires et nous comptons les mettre partout dans tous les postes de santé. Il y a le déficit en communication sur la planification familiale aussi qu'on observe à tous les niveaux et nous espérons aussi que le plan de communication arrimé au plan d'action nationale budgétisé nous permettra aussi de résorber ce gap. L'insuffisance dans l'offre de services adaptés aux adolescents et aux jeunes. Quelles sont les leçons apprises en 2024? Et là, nous partageons les décisions ou stratégies pour optimiser les résultats en matière de planification familiale. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en 2024 pour augmenter le TPC et réduire les besoins non satisfaits? C'est de réduire les obstacles financiers et géographiques à l'accès aux contraceptifs par la mise en place de cliniques mobiles, ce qui permettra une réduction des inégalités d'action d'inégalité d'accès à la planification familiale, mais aussi faire le plaidoyer pour la prise en compte de la planification familiale dans les mutuelles de santé. Il y a le renforcement des campagnes de communication pour lever les tabous et dissiper les mythes autour de la contraception en collaborant avec les leaders religieux et communautaires pour adapter les messages en tenant compte des réalités culturelles locales, ce qui permettra une augmentation du taux de recrutement. Enfin, exploiter davantage les données afin de mener des actions ciblées sur les zones et groupes les moins desservis, ce qui ne sera possible bien entendu que quand on aura levé la rétention des données. Quels sont les objectifs stratégiques pour 2025? C'est déjà la dissémination du plan d'action nationale budgétisé au niveau des 14 DRS du Sénégal. C'est de renforcer l'offre de services, l'offre et l'accès à des services de planification familiale à travers plusieurs stratégies. La mise à l'échelle de l'intégration de la PFPP aux soins essentiels du nouveau-né et à la nutrition. Et nous souhaitons au moins les mettre à l'échelle au niveau de 30 districts sanitaires, le renforcement des stratégies à haut impact, l'élargissement de la gamme de produits contraceptifs avec l'introduction du dispositif du DU hormonal au niveau du public, parce que le DU hormonal existe beaucoup plus au niveau du privé, et nous savons que ça peut convenir à certaines femmes qui veulent prendre le DU, mais qui ne supportent pas le DU au cuivre, et ça permettra l'élargissement de la gamme contraceptive et aussi la réduction des besoins non satisfaits. L'élargissement de l'offre de DMPA-SC au niveau des pharmacies privées. Aussi, il y a des activités qui sont menées dans ce sens. Déjà, il y a des rencontres de plaidoyer, il y a aussi des réunions de suivi, mais encore une fois, il faut que le décret d'application de la loi SR soit signé, ça va nous faciliter davantage. Il y a aussi la redynamisation de 1500 cases que nous souhaitons faire en 2025. Le renforcement des activités de création de la demande avec la mise à l'échelle de l'école des maris au niveau des 11 régions et l'intensification de la mobilisation des ressources en utilisant les méthodes innovantes, à savoir la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, la mobilisation des financements par les collectivités territoriales et les CDS avec des rencontres de plaidoyer qui sont en train d'être menées.
Et là, je vais partager avec vous une évaluation qui a été faite sur la prise en charge des services de planification familiale au niveau des organisations mutualistes. Et cette évaluation a été faite au niveau du département de Foundiougne et de Kaffrine. Ces enquêtes ont ciblé les responsables des mutuelles de santé et d'unions de mutuelles de santé, les prestataires de soins des postes de santé, centres de santé, des EPS, des établissements publics de santé, les religieux, les hommes, les femmes bénéficiaires de mutuelles de santé et non bénéficiaires. Peut-être je vais partager avec vous quelques résultats des entretiens qui ont été faits parce que j'ai été limitée par le nombre de slides à partager. Donc, l'entretien avec les informateurs clés a donné les résultats que je vais vous partager. Avec la directrice de la mutuelle au niveau du département de Foundiougne, elle a dit que les femmes représentent 53% des bénéficiaires de la mutuelle de santé. De la mutuelle de santé, mais la planification familiale n'est que de 6% sur la base de l'exploitation des factures globales. Donc, malgré leur adhésion à la mutuelle de santé, 53%, il n'y a que 6% de cas de planification familiale. L'entretien avec les clientes a sorti quelques contraintes à l'utilisation de la planification familiale. Donc, elles disent que déjà la mutuelle demande à ce qu'il y ait au moins 5 membres, 5 bénéficiaires dans la famille pour l'adhésion à la mutuelle de santé. Rapidement, donc il y a aussi que les femmes veulent une discrétion totale quand elles sollicitent des services de planification familiale parce qu'elles ne veulent pas que les maris ou la belle famille soient au courant. Mais heureusement aussi qu'elles disent que les mutuelles leur facilitent parce que sur les bulletins, ils n'écrivent pas planification familiale, mais ils peuvent mettre consultation ou bien autre chose. Il y a aussi qu'ils n'ont pas le soutien aussi de leur mari, parfois pour les raisons liées à la religion. Il y a les maris qui peuvent s'opposer à l'utilisation de la planification familiale. Aussi le personnel qui dit qu'il y a un faible taux d'utilisation des services de planification familiale, mais ils ne peuvent pas donner des chiffres ce qui veut dire qu'il y a un problème de suivi aussi de ces mutuelles de santé. Il y a aussi l'utilisation des produits quand même qui est relativement plus importante au niveau privé que dans les structures publiques. Donc, en conclusion, par rapport à ça, j'ai abrégé, il reste d'autres à partager, c'est que la question qui est relative c'est que l'analyse des résultats montre qu'il y a un problème de dispositif de suivi-évaluation mis en place dans le cadre des mutuelles de santé qui doit être amélioré, mais aussi le partage de l'information, parce que les mutuelles ne s'accordent pas sur les actes qu'ils prennent en charge. Donc, en conclusion, Madame la modératrice, des stratégies importantes ont été réalisées pour améliorer l'accès aux services de planification familiale de qualité. Cependant, pour assurer un accès universel aux services PF, il faut définir des priorités claires pour accélérer les progrès, à savoir la consolidation des acquis, l'engagement politique des autorités et partenaires et la collaboration multisectorielle constitueront des gages de succès pour l'atteinte des engagements pris par le Sénégal. Donc, merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Ndeye Awa Dia. Merci beaucoup pour cette présentation pertinente sur les résultats du Sénégal, ainsi que les innovations, défis et aussi les bonnes pratiques. Et voilà, la direction nous donner des idées, des leçons apprises, comment améliorer les résultats en 2025, mais aussi les années à venir. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander au docteur Sidi Ibrahim de nous faire sa présentation sur les résultats de la Mauritanie. Merci, docteur.
Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu ala nabiyyi al-Karim. Madame la directrice de l'ICPO et à travers vous, toute l'équipe de l'ICPO, chers collègues directeurs de santé maternelle des pays du partenariat de Ouagadougou, et avec vous, toutes les délégations membres, y compris les religieux, la société civile et les jeunes, messieurs et madame les représentants de nos partenaires financiers, je tiens à vous saluer tous. Permettez-moi de vous faire une présentation brève sur l'état des lieux de la santé de la reproduction en Mauritanie. En guise d'introduction, je dis que la Mauritanie est un pays d'à peu près plus de 4 millions d'habitants sur une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés. Ce qui veut dire que c'est un pays très vaste et peu peuplé. Et c'est pour encore dire que lorsque Madame la directrice a présenté, il faut voir du côté des taux et non des graphiques. Là, on voit la Mauritanie tout en bas, mais ça ne veut pas dire que les taux sont aussi bas. Donc ça, je tiens à faire cette précision, parce que je veux que mon pays soit dans le plus haut, et ça, je l'espère. Donc, en guise de... La Mauritanie, comme à l'instar de tous les pays de la sous-région, s'est engagée depuis des années envers la santé de la reproduction, et ça se voit dans les différentes stratégies et dans les différentes politiques. Plusieurs stratégies et interventions ont été élaborées dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle qui nous interpelle et qui reste malheureusement très élevée, et ça on va le voir. Cet intérêt se voit dans notre PNDS de 2020-2030, où la santé de la reproduction occupe le premier axe. C'est aussi le sujet de l'élaboration d'une stratégie de la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, couplée à la nutrition, qu'on travaille pour le plan 2022-2026. C'est encore l'objet de nos engagements avec le partenariat de Ouagadougou et le FP 2030. C'est aussi le sujet, l'objet d'un dossier d'investissement élaboré pour mobiliser les ressources dans le cadre de GFF au profit de la santé de la reproduction. Est-ce qu'il y a? Donc, en Mauritanie, on va essayer de donner quelques chiffres. Le taux de mortalité, comme j'ai dit tantôt, reste encore très élevé. D'après notre dernière EDS, qui date de 2019 et 2024, et je vous dis que 2025 est prévu pour une autre EDS. Donc, d'après les derniers chiffres de l'EDS 2019-2020, la mortalité maternelle est à 424 pour 100 000 naissances suivantes. La mortalité néonatale est à 22 pour 1000 naissances suivantes. Notre indice de fécondité est de 5,2. Notre taux de prévalence contraceptive est de l'ordre de 14,3%, dont 12,8% pour les méthodes modernes. Nos besoins non satisfaits se chiffrent encore malheureusement à 31,1%. Le nombre de femmes utilisant une méthode contraceptive pour nos chiffres de 2022 se situe à 127 000. Le nombre de jeunes qui utilisent des services PF se situe à 23 894. Nombre de grossesses non désirées évitées se chiffre à 43 000. Nombre d'avortements à risque évité se chiffre à 15 000. Et le nombre de décès maternels évités se chiffre à 140. Donc, pour ce qui est des réalisations, l'évolution des engagements FP 2030, il y a un programme de la santé communautaire où on compte 234 recrutés avec plus, ce qui atteint à peu près les 700 qui travaillent avec le ministère de la Santé. Il y a la formation de 200 prestataires sur les technologies contraceptives, mais vu le pays vaste et l'instabilité du personnel, ça ne fait pas grand-chose. Il y a l'introduction de la méthode Sayana Press en auto-injection, c'est pour que toutes les adhérentes peuvent s'auto-injecter et ça dispense de la présence de personnel de santé. Il y a la révision et la dissémination de nos protocoles, normes et procédures. Encore, on dédie des journées spéciales à l'offre de services de PF et il y a le paramétrage des données sur le DHS2. Vous connaissez, vous jugez tous avec moi que sans données, on ne peut pas avancer. Il faut des données fiables et il faut des données partagées et il faut des données sur lesquelles on travaille, sinon on ne peut pas avancer.
Pour ce qui est des 3 piliers, le premier pilier, et ce qui est le plus important, c'est l'engagement politique. Et dans cet engagement politique, je vous dis que dans la semaine vers le 20 de ce mois, on aura une journée de plaidoyer sous le patronage de la première dame du pays pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle. Parce que ce chiffre de 424 nous interpelle tous, de la base jusqu'au sommet. Et on sait, tout comme vous le savez, que la planification familiale, dont on veut bien nommer chez nous l'espacement des naissances, contribue à 30% de la réduction de cette mortalité. Donc, le 20 décembre de ce mois, il y aura une journée sous la présidence de la Première Dame pour donner de l'importance à cette planification familiale dans la réduction de la santé maternelle. Comme je l'avais dit tantôt, c'est le premier axe de notre PNDS. Et on a une loi SR qui date de 2017 et nous sommes dans la promotion et la vulgarisation de cette loi et ces décrets d'engagement. Tout ceci ne peut se faire sans nos partenaires, qu'on les remercie pour l'occasion, y compris les partenariats de Ouagadougou, les Intrael, les FP 2030, les GFF, les FNIAP, l'OMS et les SAID. Donc, pour ce qui est des innovations, le développement économique et social, parce que la santé de la mère, la santé de l'enfant, ça rentre dans la multisectorialité. Là où on fait appel à l'éducation, on fait appel à la communication, on fait appel à l'emploi, on fait appel à l'équipement et au transport. Donc c'est du multisectoriel. Et plus le pays se développe, plus on peut prendre en charge ces problèmes. Donc il y a une amélioration des conditions de vie des populations dans la stratégie de la croissance accélérée et la prospérité partagée que nous entamons depuis 2016-2030. Il y a un système d'assurance qui est propre à chez nous, c'est le système qu'on appelle TAAZUR. TAAZUR, c'est l'entraide. Il y a une caisse où il y a la prise en charge de 100 000 familles. 100 000 familles de chez nous, c'est de l'ordre de 600 000 personnes. Ces 600 000 personnes sont prises en charge gratuitement. Donc 100 familles qui est prise en charge gratuitement. Et il y a encore la Caisse nationale d'assurance sécurité sociale où, avec un forfait de 2500 de nos ouguiyas, ça veut dire moins de 10 $, ça veut dire à peu près les 8 $, où une famille cotise pour sa sécurité annuellement. Il y a encore tout ça dans le cadre il y a la promotion des méthodes contraceptives, il y a l'amélioration de l'accès à la planification familiale, il y a une ligne de sécurisation des produits SR avec notre partenaire FNIAP. Donc, mais nous, le gouvernement mauritanien a une ligne de sécurisation des produits SR qui, selon nos engagements avec FP 2030, est progressif chaque année pour que vers 2030, on aura notre autonomie. Malheureusement, si le partenaire un jour ne se trouve pas, donc nous sommes autonomes dans la sécurisation de nos produits. Donc c'est pour éviter toute rupture. Il y a des petites solutions de distribution au dernier kilomètre carré des contraceptifs avec notre partenaire le Suède. Et vous allez voir qu'avec le vaste pays, c'est difficile d'atteindre le dernier kilomètre, mais c'est quand même un objectif qu'on a pu atteindre dans quelques zones et pas toutes, bien sûr. Il y a la poursuite de la gratuité des produits contraceptifs. Tous les produits contraceptifs sont gratuits sur tout le territoire mauritanien. Peut-être que les gens vont contourner, ils n'ont pas, il n'y a pas, le plus souvent ils contournent en disant oui, le produit est gratuit, mais la seringue, mais le sparadrap, mais la compresse, mais l'acte en soi, il se paye. Mais pour le gouvernement mauritanien, tous les produits contraceptifs sont offerts gratuitement. Et c'est un grand défi vu le territoire vaste. Pour ce qui est des entraves à la progression, le territoire est vaste et il y a, comme a été dit, la non-implication des hommes dans les programmes PF. Ça se répète et nous sommes dans la sous-région et les choses se ressemblent. Il y a encore la non-implication des élus.
Peut-être que ça découle de plus souvent que les élites sont des hommes. Donc c'est une chaîne, mais on y travaille. Et dans la promotion de la femme, il y a des listes pour les femmes. Il y a des listes, il y a 20 femmes. C'est une liste propre aux femmes, aussi bien dans les mairies que dans la législation, que dans les députés. Il y a bien sûr l'insuffisance en quantité et en qualité des ressources humaines. Il y a leur insuffisance et leur mal de répartition. Tout le monde est affecté, mais le lendemain, ils se retrouvent tous à Nouakchott ou dans les grandes villes. Donc, il y a l'absence de mécanismes de gestion de la rumeur. Malheureusement, là encore, c'est un grand problème de communication, surtout la communication orale. Toutefois qu'il y a un petit incident où il y a un problème, donc on y fait du tapage, et donc il y a une rumeur qui court derrière tout ça. Il y a des ressources allouées, malgré tout ce qu'on fait, malgré la gratuité, malgré la ligne budgétaire, les ressources allouées restent insuffisantes, notamment pour les produits contraceptifs, d'où l'appel à un partenariat public-privé qui n'a pas pu encore se mettre sur les rails. Et il y a encore la multisectorialité, comme je l'ai dit tantôt. La santé ne peut pas se faire sans de bonnes voies, de bonnes rues, de bons transports, ne peut pas se faire en l'absence d'électricité, ne peut pas se faire en l'absence d'eau, ne peut pas se faire en l'absence d'éducation. Donc, c'est un problème multisectoriel, et si chacun travaille dans son coin, on n'aura pas les résultats escomptés. Pour ce qui est des leçons apprises, il faut l'investissement dans les ressources humaines. Sans ressources humaines, on ne peut rien faire. Et qui dit ressources humaines, dit formation, dit redéploiement et dit stabilité. Et dans la formation, ce n'est pas uniquement la formation initiale, il faut la formation continue. Et dans ce cadre, nous comptons beaucoup sur notre école de santé qui est une école d'excellence pour la sous-région et où, là où nous sommes, elle abrite une formation pour la technologie contraceptive pour la sous-région. Donc, bien sûr, il y a la place de la santé communautaire. Le pays étant vaste, et les campements et les villages se sont éparpillés. Donc, pour répondre à ces besoins, il faut un programme de santé communautaire. Et c'est de là qu'est venue la création de ce centre de santé communautaire qui ne date pas que de 2 ans. Et là encore, il faut les médicaments. Et qui dit médicaments dit disponibilité et dit qualité. C'est là où on travaille. Il y a beaucoup de travaux qui se font maintenant avec la nouvelle mouvance ou sous les nouvelles autorités. On parle beaucoup de disponibilité et de qualité. Et il y a bien sûr la collecte de données. Et qui dit collecte de données dit partage, utilisation et coordination parce qu'il faut les partager et les utiliser. Malheureusement, on ne les partage pas souvent et quand on les partage, on les laisse dans les tiroirs et on ne les utilise pas, alors qu'elles sont collectées pour être partagées et être utilisées. Tout ça ne peut se faire sans la coordination avec les partenaires techniques, nos partenaires techniques et financiers. Donc, quelques objectifs stratégiques, c'est renforcer la stratégie d'intégration des services et cérémoniaux. C'est là, nous sommes dans nos débuts avec des zones pilotes, mais avec l'appui d'Intrahel et d'Inspire, que je félicite par l'occasion, nous sommes en train de faire l'extension. Il y a encore promouvoir l'offre service à travers les cliniques mobiles, avec nos partenaires, la Banque islamique de développement, l'AFD et la Banque mondiale. On instaure des cliniques mobiles pour toucher toutes nos contrées, surtout qu'il y a des zones qui sont difficiles d'accès et par saison, la saison d'hivernage, ils sont le plus souvent coupés. Il y a la vulgarisation de la loi SR et ces jours-ci, il y avait des campagnes pour la vulgarisation de cette loi et la faire disséminer. Encore, il y a le plaidoyer pour l'augmentation de la ligne budgétaire, comme je l'ai dit tantôt. Il faut l'augmenter. On a prévu une augmentation, mais c'était pour une période précise. Et comme la demande est accrue d'une année après année, nous sommes appelés à augmenter cette ligne. Pour ce qui est du partage, moi j'ai fait peut-être le sens contraire de la vente présentation. Moi je demande si les autres peuvent nous partager sur la gratuité des produits SR, parce que la gratuité, tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être qu'elle a ses vertus, mais elle a ses freins,
Et tout ce qui est gratuit, le plus souvent, n'est pas vu de bon oeil. Et surtout, encore que ce n'est pas une gratuité réelle. Donc, vaut mieux la nommer ce qu'elle doit être nommée. Et je veux un partage là-dessus. Il y a encore la délégation des tâches. J'aurais bien voulu, si on peut parler de la délégation des tâches, parce que nous avons un chiffre qui n'est pas aussi grand des spécialistes, et il y a des freins qu'ils délèguent des tâches, alors qu'ils ne sont pas disponibles. Nos gynécologues, nos pédiatres ne sont pas gynécologues, ne sont pas toujours sur place, et il y a un frein à la délégation des tâches, aussi bien entre les sages-femmes et les infirmiers. Et qu'est-ce qui doit être délégué aux agents de santé communautaire? Tout ça mérite des réflexions et des échanges d'expérience. En guise de conclusion, j'ai dit que malgré les efforts consentis, les quelques résultats obtenus qui ne sont pas quelques, mais qui doivent être améliorés ces dernières années, beaucoup reste à faire, d'où l'intérêt de continuer le plaidoyer pour renforcer l'engagement politique, la mobilisation des ressources financières pour former plus de personnel, surtout les sages-femmes, la disponibilité des médicaments et surtout les produits contraceptifs et les produits qui sauvent la vie, leur disposition en quantité et en qualité surtout. Parce que nos marchés sont envahis par des produits qui ne sont pas de bonne qualité et qui nuisent à ce qu'on fait, parce que les gens disent que tout ce qu'on fait n'est pas bien et ne donne pas satisfaction. Donc c'est un appel à la quantité et à la qualité. La promotion de l'intégration, nous sommes appelés à intégrer nos services parce que nous travaillons avec des gens le plus souvent pauvres, le plus souvent le niveau de construction est bas. Donc plus on peut leur offrir des services intégrés, ça ira mieux. Et la collecte de données, c'est des données qui doivent être partagées et utilisées. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Sidi Ibrahim, pour cette présentation pertinente. Ce que moi, je trouve aussi très, très intéressant, c'est que le Sénégal, comme la Mauritanie, ont vraiment mentionné l'importance de l'engagement des hommes. On sait très, très bien l'importance que les hommes jouent voilà, dans le planning familial ou bien les services de santé de reproduction. Donc, je trouve ça important et impressionnant, et effectivement, même si les pays sont différents, ils ont d'autres réalités ou bien aussi même d'autres défis, mais ces points ressortent. Merci beaucoup, Dr Sidi. Maintenant, je vais inviter le chercheur Dr Adama Sadio du LASDEL au Niger pour venir s'entretenir avec le Dr Thierry Omolade Lawale du Bénin. Et je viens d'être informé que nous avons pris beaucoup de temps. Donc, Docteur Sadio, désolé, ça va se retrouver sur vous, retomber un peu sur vous. Donc, au lieu des 4 questions, je vais vous demander de peut-être poser les 3 premières et si on pourrait faire cette session de manière un peu plus succincte. Je sais que c'est très intéressant, mais nous souhaitons vraiment donner du temps au public pour avoir un échange. Merci. À vous. Merci beaucoup, madame. Je souhaiterais d'abord demander à la salle de faire comme moi. On dit viva ICPO, viva ICPO, viva l'APF, et en bas, la violence basée sur le genre. Merci beaucoup. Je m'appelle Dr Adama Sadio. Je suis le chercheur pays du LASDEL, qui est un laboratoire d'études de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, dont le siège se situe au Niger. Et je suis là également avec certains membres de mon équipe de recherche. Je souhaiterais d'abord remercier l'ICPO au nom du LASDEL qui m'a désigné aujourd'hui comme son représentant dans cette importante assemblée générale. J'avais quelques questions. Des questions suite aux études que le LASDEL a menées dans 6 pays africains, à savoir le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina Faso et la Guinée.
des études portant sur les solutions endogènes pour améliorer l'accès des jeunes au service de la planification familiale dans ces pays, de manière générale, je dirais en Afrique de l'Ouest. Et un atelier de validation a été organisé au Togo. Et ensuite, les résultats ont été présentés également en Côte d'Ivoire récemment. Et des solutions endogènes ont été retenues. Mais j'aimerais poser une question au docteur. Que retenez-vous de cette première collaboration avec les chercheurs dans le cadre de l'agenda recherche du partenariat de Ouagadougou, et qu'est-ce qui pourrait être fait pour consolider cette collaboration? Okay. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je pense que cette première, les pays étaient plutôt demandeurs. Les pays étaient plutôt demandeurs parce que, quel que soit ce que vous faites, il ne faut pas s'appuyer seulement sur les faits et avancer. Les faits sont importants, sont sacrés, mais le pourquoi des faits est également assez important. Je pense que cette recherche-là que nous avons eue, au-delà des données quantitatives que nous avons l'habitude de manipuler, nous ont permis quand même de comprendre le pourquoi de certaines choses. Et pour aller plus loin, je pense que ce matin, on a parlé du partenariat de Ouagadougou et on a dit qu'il faut voir les solutions locales. Et solutions locales, on a regardé ça à l'échelle pays. Mais je peux vous assurer également qu'un pays est quand même une unité, mais dans la diversité. Les réalités qui sont socio-culturelles dans les pays peuvent également varier d'une région à l'autre. Et donc, il est important qu'on puisse faire davantage de pas. Davantage de pas, donc pour formuler ce que je souhaite pour l'avenir, c'est d'arriver à capaciter les équipes locales. Et quand je dis l'équipe locale, je ne vois pas le ministère de la Santé, je ne vois pas les instituts de recherche nationale. Chaque agent de santé, chaque sage-femme, chaque acteur doit pouvoir se dire pourquoi. Pourquoi ça? Et après, pourquoi ça? On doit lui donner les outils nécessaires pour avoir une démarche cartésienne de recherche causale. C'est ça qui va lui permettre d'avoir une emprise sur la population que cet agent-là dessert, rechercher les solutions que nous avons appelées endogènes et pouvoir induire des changements. Parce que si les gains sont là aujourd'hui, nous devons admettre que ces gains-là sont fragiles. Elle n'arrive pas à savoir si c'est lié au hasard ou c'est basé effectivement sur un socle solide. Et ça, c'est au niveau local, dans chaque localité, dans chaque réalité sociale, qui, du reste, est dynamique, qu'il faut aller chercher ce fondement-là pour avancer. Merci à vous. Merci beaucoup. Et au thème des études dans les 6 pays, des solutions endogènes ont été retenues. Des solutions endogènes présentées à l'atelier de Lomé et validées. Pour le Bénin, on a validé 8 solutions endogènes. J'aimerais vous poser la question, parmi ces 8 solutions endogènes, quelles sont les 3 premières solutions que vous comptez donc mettre en œuvre et que vous mettrez plutôt en avant en termes de faisabilité et de pérennisation? Et aussi, qu'est-ce qui explique ce choix porté sur ces 3? Merci à vous. Je ne parlerai pas de 8 solutions endogènes, mais je parlerai plutôt de 8 génies. 8 idées de génie qui ont permis à des personnes de progresser, d'obtenir des résultats. Et ce serait ambitieux de se mettre à faire une sélection. Chacune de ces 8 solutions endogènes que vous avez retenues sont tout autant belles et se valent. Elles ont été appliquées dans des contextes donnés et ont permis d'avoir des résultats. Je pense que ce ne serait pas bien de se mettre à faire une sélection, de se mettre à opérer une sélection, mais ce serait plutôt bien de les vulgariser toutes, et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs, pour que chacun, agent de santé, décideur, acteur à quelque niveau que ce soit, puisse s'en inspirer et voir celle qui est le plus adaptée à son contexte, celle qui est le plus adaptée à son environnement et pouvoir voir comment répliquer. Et nous ne soyons pas étonnés également que dans la réplication, chacun puisse y mettre son génie, son talent
et sa réalité. Chacun puisse parvenir à l'adapter à son contexte pour pouvoir obtenir. Parce qu'in fine, ce que nous cherchons, et je vais finir dessus, ce n'est pas la réplication des solutions, mais c'est l'amélioration des résultats. Donc, c'est des outils, c'est des éléments que nous avons qui vont nous permettre de partager avec l'ensemble des acteurs de la santé qui sont en difficulté et les encourager à y trouver des fondements, à y trouver des motivations pour avancer. Leur expliquer que d'autres, à votre image, dans des circonstances données, ont eu des difficultés, mais sont sortis des sentiers battus, ont trouvé dans leur génie créateur des solutions qui ont permis d'avancer. Merci à vous. Merci, docteur. Pour la dernière question, en tant que décideur, j'aimerais savoir comment voyez-vous la mise à échelle de ces solutions endogènes? Ça, c'est également clair que nous allons travailler à la mise à l'échelle. Et je viens de le dire, le premier pas, c'est déjà la vulgarisation. Ce sur quoi je veux rassurer, c'est que pour le Bénin aujourd'hui, les ressources, et quand je parle de ressources, je parle en termes de ressources financières, les ressources ne sont pas un problème. Le challenge, nous voulons l'avoir. Nous voulons avoir les éléments décisifs qui vont nous permettre d'avancer. Et quand nous les aurons, il nous appartient en tant que décideurs de mobiliser les ressources nécessaires qu'il faut pour aider les populations à avancer. Donc, soyons tous rassurés, le Bénin jouera sa partition pour que la situation continue de s'améliorer. Merci à vous. Merci, docteur. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci au docteur Lalaoué, mais aussi à notre chercheur, docteur Adama Sadio. Vraiment, il a posé des questions très, très pertinentes et je pense que les réponses aussi nous ont vraiment, elles ont été pertinentes. Et surtout, moi, j'apprécie beaucoup le fait d'avoir des solutions endogènes parce que je pense que les solutions doivent toujours être adaptées à nos contextes. Et bien sûr, on peut apprendre d'autres régions, c'est important, mais si les solutions ne prennent pas en compte nos normes socio-culturelles et nos défis particuliers, le succès n'y sera pas vraiment. Donc, merci beaucoup aux panélistes. Maintenant, je vais ouvrir le micro et permettre un échange public panéliste. Et je vous demande donc, on va collecter plusieurs questions. Et je vais demander au public, surtout les personnes ayant des questions, vraiment d'être très succinct parce que je sens déjà la pression du temps. Donc, soyez succinct en posant vos questions et aussi, chers panélistes, soyez aussi, s'il vous plaît, très succinct en les répondant. D'accord? Donc, on va commencer. Je ne sais pas, il y a le micro? Oui, voilà. Sira est là, elle va nous aider à collecter des questions. Voilà. Merci. Ok, merci Sira. C'est Moussaya ou Pomme Focal, Société Civile Niger. Alors, mes félicitations pour ces brillantes présentations à tous les panélistes. J'ai une question pour le Sénégal. Il a été dit au niveau de ceux qui entravent la progression de la planification familiale qu'il y a des rétentions de données sanitaires depuis 2022 à nos jours. Je voudrais savoir de quel type de données s'agit-il et puis retenu par qui? Oui. Pour la Mauritanie, où est-ce qu'on en est par rapport aux engagements FP 2030 de la Mauritanie? Je m'attendais à voir un peu le niveau de progression par rapport aux différents engagements pris par le pays en matière de planification familiale. Ça n'a pas été cité, donc je voudrais savoir où est-ce qu'on en est un peu. Par rapport au Bénin, il avait parlé de solutions endogènes. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une complémentarité entre ces solutions endogènes et les modèles appelés par la CEDEL, les modèles voyageurs? Est-ce qu'il pourrait y avoir, selon vous, une complémentarité pour que les deux soient associés dans des interventions? Merci. Sans vouloir me faire des ennemis ici, je vais vous prier de poser une question. Veuillez prioriser la question parce que nous avons plusieurs personnes qui souhaitent poser des questions. Pour aller plus vite, merci. Merci madame. Je suis Mbagnick Diouf, je suis le point focal Société Civile du Sénégal.
En fait, la question à médecin du Sénégal. Madame, je voulais savoir le financement, puisque en Afrique, particulièrement au Sénégal, on attend justement que le partenaire finance pour avoir justement des activités. Le président de la République, l'ancien président de la République avait promis au Sénégal justement d'augmenter le financement. Alors, où en est justement ce financement et est-ce qu'on peut toujours attendre le partenaire pour continuer justement le travail qui est normalement très urgent? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Fatou Diop et je travaille à MSAE Sénégal en tant que senior plaidoyer et stratégie jeune. Alors j'ai deux questions pour le Sénégal. La première, c'est par rapport aux engagements qui ont été pris. On se rend compte en réalité que depuis 2021, depuis qu'on a pris les engagements, au lieu d'arriver de faire une progression, on a plutôt fait une régression. Est-ce qu'on a essayé d'analyser cela pour voir pourquoi on a fait cette régression-là et pour trouver des stratégies pour corriger ça assez rapidement? Parce que d'ici 2026, il reste à peu près 2 ans et on a à peu près un bond de 20 points à faire. Ma deuxième question, c'est par rapport à la loi sur la santé de la reproduction. Je sais que dans le dernier draft sur lequel on avait travaillé, le décret d'application ne prenait en compte que les articles qui avaient trait à qui doit offrir les services et également à la publicité sur la contraception. Vous avez parlé tantôt d'une mise à jour qui est en train d'être faite sur ce projet de décret d'application-là. J'aimerais savoir si les articles qui nous intéressent réellement, parce que les articles qui nous intéressent réellement, c'est qui peut bénéficier des services. Est-ce que ces articles-là sont pris en compte dans ce projet de décret d'application? Et également, qui sont les acteurs qui ont été impliqués dans la revue de ce décret d'application-là? Merci. Non, je ne serai pas long. Bonsoir à tous, je suis Dr Kiali Ouattara, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis de l'ONG Jipaïgo. En fait, ma question va à l'endroit de nos collègues du Bénin qui ont présenté les solutions endogènes comme résultat de recherche. C'est juste une question de curiosité et savoir s'ils ont eu l'occasion de piloter une ou deux de ces solutions endogènes et voir si effectivement, en pratique, ça nous donne raison. Merci. Bonsoir. Dernière question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh oui, ok. Donc, on va prendre 2 ici, de ce côté. Franchement, si c'était moi, hein, je laisserais le micro ouvert. C'est pas moi. C'est juste qu'il y a encore, voilà, il y a d'autres, une autre session. Et je ne veux pas me faire des ennemis. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers panélistes, et merci beaucoup. Ma question s'adresse à Dr Diagne. Vous nous avez parlé de l'amélioration de l'accueil et de l'orientation des jeunes dans les structures de santé. On sait que ça constitue vraiment un frein, surtout dans notre société où les jeunes dames, ou je dirais jeunes mamans, conseillent automatiquement les jeunes filles d'une façon à les amener à ne pas vraiment s'exprimer quand il s'agit de contraception. Je voudrais savoir comment cela est fait à votre niveau et aussi comment le suivi est fait. Merci. Merci beaucoup, Dr Adjami du Burkina Faso, point focal de l'initiative Génération Égalité. Vous avez dit pas plus de 2 questions, donc une question et demie. Alors la première question à la Mauritanie, c'est vraiment une question par rapport à la santé communautaire. Vous nous avez parlé de 234 agents de santé communautaire et vous avez insisté sur le fait que votre pays soit vaste. Ça me paraît insuffisant. Alors la question c'est de savoir, est-ce que vous avez des agents de santé à base communautaire? Il y a une différence entre agent de santé communautaire qui est une profession paramédicale et agent de santé à base communautaire. Si vous ne l'avez pas, ce serait bien d'y penser. Ce sont des agents qu'on prélève au niveau de la communauté. On pourra en parler en offre. Alors la demi-question, ça concerne un peu toutes les présentations. C'est sur la non-implication des hommes. J'ai l'impression que c'est un phénomène de mode. Ça fait des années qu'on assiste aux réunions. On parle de la non-implication des hommes, de l'école des maris, mais il n'y a pas de progression. Quelqu'un a parlé du souhait, aujourd'hui c'est le souhait plus, où ce volet a tendance à être
mis de côté pour essayer de trouver des techniques innovantes. Alors je lance un appel à tout le monde de réfléchir sur cette griffe non-implication des hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais nous avons plusieurs jours. Nous avons encore plusieurs jours. On peut échanger. D'accord? Désolée. Franchement, nous avons... Je suis vraiment désolée, mais je vais être très sévère maintenant, d'accord? Vraiment désolée. Donc, je vais demander aux panélistes, je vais commencer par le docteur Ndeye Awandiaye, de bien vouloir répondre les questions concernant le Sénégal. Ensuite, nous irons en Mauritanie et nous allons terminer au Bénin. Cher docteur Taolé, merci. Madame Ndeye. Merci. Donc, en tout cas, merci pour tout l'intérêt que vous avez porté à ma présentation, ce qui explique toutes ces questions qui ont été posées. Donc, saluer la présence de notre directeur, Dr Amadou Doucouré, qui est avec nous. Donc, je vais essayer de répondre aux questions posées et puis il pourra compléter s'il le faut. Voilà, donc la première question concerne la rétention des données sanitaires. Donc, Imam demande qui retient ces données-là. Donc, c'est quelles données qui sont retenues? Donc, c'est les données de routine. Donc, les données de routine sont retenues par les prestataires et ce qui est dû à un mouvement d'humeur. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est les prestataires qui retiennent les données. Et c'est les données sanitaires qui sont retenues et nous savons que nous avons besoin de ces données-là pour suivre les programmes qui sont en train d'être menés dans les différents points de prestation de services. Donc l'autre question a trait au financement. L'intervenant demande où est-ce que nous en sommes parce qu'il y avait une promesse d'augmenter le financement de la santé. Donc, j'avoue que pour ces aspects financiers-là, moi, je ne les maîtrise pas beaucoup. Mais en tout cas, on essaie de trouver des solutions innovantes, des financements à travers des approches innovantes, à savoir la mobilisation des ressources domestiques, mais aussi impliquer la mobilisation au niveau privé à travers la RSE. Donc, la troisième question concerne les engagements qui a été demandé par Fatou de MSI. Il y a eu une régression dans le suivi des engagements et quelles solutions nous préconisons par rapport à ça. Donc en effet, il y a quelques indicateurs quand même qui ont connu une hausse. Mais vous comprendrez qu'aussi qu'on a traversé des périodes relativement difficiles, à savoir la période du Covid-19. Et il y a bien des solutions qui sont en train d'être mises en place. Nous savons que nous sommes à l'approche des délais pour le respect des engagements. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stratégies à haut impact qui ont été mises en place. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le PANB qui a été validé et la dissémination va commencer très bientôt. Et puis, il y a beaucoup de stratégies innovantes qui sont mises en place et nous comptons les mettre en œuvre. Et nous espérons que leur mise en œuvre permettra vraiment de gagner beaucoup de points par rapport aux indicateurs. Donc, pour la loi SR qui a été récemment mise à jour, donc, l'atelier s'est tenu avec la division des affaires juridiques. Donc, la DCMO a été invitée à participer, mais aussi il y avait d'autres invités. En tout cas, il y avait des juristes, il y avait des associations professionnelles qui étaient avec nous. Il y avait aussi des religieux. Mais je suis Fatou vous rassurer qu'il est prévu un atelier où toutes les parties prenantes qui ont eu à travailler sur la loi SR seront invités
voir déjà partager ce document issu de cet atelier-là, mais aussi voir qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à cette loi SR et au décret d'application. Oui, vous avez demandé aussi, vous avez parlé des articles qui doivent utiliser la planification familiale et quels acteurs ont été impliqués. J'ai répondu par rapport aux acteurs et qui doit utiliser la planification familiale. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par qui doit utiliser la planification familiale, mais dans le décret, il est bien stipulé que la planification familiale peut être utilisée par les... Oui, vous voulez clarifier la question, Fatou? Oui, allez-y. Ouais. Merci beaucoup. Alors, par rapport à l'ancien projet de décret d'application, les articles qui étaient prévus dans ce projet de décret d'application-là, c'était les articles qui étaient en lien avec qui doit offrir les services, donc notamment l'offre de services avec les officines privées ou bien les acteurs communautaires, etc. Mais il y avait également la publicité de méthodes contraceptives qui était prise en compte dans l'ancien projet de décret d'application. Maintenant, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, l'article 10 et l'article 3, qui définissent clairement que toute personne sans distinction d'âge, de sexe, de situation matrimoniale peut utiliser la contraception, est-ce que ce genre d'articles-là ont été ajoutés dans le nouveau projet de décret d'application? Ok. D'accord. Donc, je vais répondre à la dernière question et je vais laisser la parole au directeur de la santé de la mère de compléter. Donc, mais en tout cas, pour vous dire que cet article-là est dans le projet de décret. Rassurez-vous. Ok. Donc, il y a la dernière question, c'est l'amélioration de l'accueil et de l'orientation dans les structures. Donc, il faut dire qu'il y a un programme qui est développé au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant et qui ne s'occupe que de la qualité de l'offre, de la qualité des services. Et dans ce programme-là, il y a des missions qui se rendent au niveau des différentes structures sanitaires. Non seulement il y a la formation même des agents au niveau des structures sanitaires sur l'accueil des clientes, ou bien des clients en général qui viennent au niveau de la structure, mais aussi de l'orientation. Et bien entendu, il y a aussi des suivis, des missions de suivi qui sont organisées par rapport au suivi de cette qualité de paquet des services de qualité qui sont offerts au niveau des structures sanitaires. Donc c'est un programme qui existe au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Donc voilà, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Dr. Ndeya Wadiaï. Voilà, merci d'avoir répondu à ces questions. Et comme je disais tantôt, même après le panel, les participants y seront, les panélistes y seront, donc vous pouvez vous rapprocher. Peut-être donner la parole, voilà, au DSME du Sénégal. Oui, d'accord. Allez-y, on peut lui donner le micro, s'il vous plaît, Sira, ou bien... Non, la personne la plus proche. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais présenter toutes mes excuses. Merci lié au fait qu'on a un calendrier trop chargé. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette importante rencontre. Je voudrais apporter quelques éléments de réponse par rapport aux questions de Fatou Diop. Fatou, après l'installation des nouvelles autorités, nous avons reçu instruction que tous les ministères envoient les projets de décret qui étaient en souffrance. Et c'est dans ce cadre que nous avons changé de fusil d'épaule. Au lieu que la DSM porte tout ce qui est projet de décret, il y a une direction des affaires juridiques au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui est chargée de coordonner l'ensemble des textes des projets de décret qui étaient en souffrance. Et à ce titre, nous avons organisé une réunion la semaine passée à Thiès avec l'ensemble des parties prenantes. C'est la direction des affaires juridiques maintenant qui porte tout ce qui est projet de décret. Et la semaine, on s'est rendu compte, aujourd'hui au Sénégal, il y a beaucoup de problèmes dans les textes. Si vous voyez le code de la famille et ce projet de décret, il y a beaucoup d'incohérences qu'il faut d'abord régler. Parce que l'âge civil du mariage au Sénégal, je pense, c'est à 16 ans, à 18 ans, alors que les textes, il y a une contradiction. Donc tout ça fait que aujourd'hui nous sommes dans un embrologo total.
Et je pense que c'est des choses à régler. Et comme l'a dit Dr Ndeye Ami, Dr Ndeye Awa, on va se réunir après de l'ensemble des parties prenantes. Mais on a fait un draft qui est porté maintenant par la direction des affaires juridiques. Ce n'est pas l'affaire de la DSM. Tout ce qui est texte, législatif, projet de décret, ce n'est pas l'affaire de la DSM, c'est l'affaire de la direction des affaires juridiques. Donc là, vraiment, c'est pour vous rassurer, un travail a été fait. Nous allons élargir avec l'ensemble des parties prenantes, mais il faut se dire qu'il y a des écueils par rapport aux différents textes qui existent au Sénégal. Et là, peut-être, on pourra en discuter. Par rapport à la régression, nous, on s'attendait au pire. Je vous rappelle que le Sénégal, depuis 3 ans, vit une situation très difficile avec la grève des prestataires. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a 3 ans de cela, il y a même des prestataires qui véhiculaient des messages disant que le président de la République interdisait la planification familiale. Et ça a été un frein. À un moment donné, les prestataires même refusaient de vacciner les enfants. Tout ça fait qu'aujourd'hui, si on est à... On n'a pas régressé, on a stationné. Mais nous avons l'ambition quand même d'atteindre 46% en 2028. Et ça, ce n'est pas l'effet de la DSM, ça a été l'objet d'un consensus lors de l'élaboration de notre plan PF. Et ça a été approuvé et nous sommes en train de travailler en renforçant toutes les interventions à haut impact. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. S'il vous plaît, si vous pouvez nous aider à aller dans cette dynamique, nous serons les preneurs. Mais effectivement, nous avons identifié l'ensemble des interventions à haut impact. Nous comptons redynamiser la PF au niveau de toutes les cases de santé. Nous sommes en train de vouloir passer aussi au niveau des pharmacies, bien qu'il y a des contraintes. Mais franchement, nous sommes en train de... Voilà. Merci beaucoup, Dr Doucouré. Je suis vraiment désolée, mais je dois vraiment vous arrêter là. Il y a une autre session et il y aura plus d'opportunités d'échanger avec le DSME du Sénégal. Donc, merci beaucoup au Sénégal. Maintenant, Dr Sidi Ibrahim, si vous pouvez répondre à vos questions. Merci. Donc, merci. Il y avait 2 questions. Il y avait 2 questions posées à la Mauritanie. Merci pour les poser. L'une concernant nos engagements depuis 2030, où est-ce qu'on en est, et l'autre, c'est la santé communautaire. Pour ce qui est des engagements, j'en ai parlé, il y a des engagements d'ordre programmatique, d'autres d'ordre politique et un engagement d'ordre financier. Pour commencer de l'ordre financier, qui est le plus souvent le nerf de la guerre, j'ai dit que depuis 2021, on a signé des engagements. Chaque année, dans notre loi de finances, on fait une ligne budgétaire pour que l'année 2026, cette ligne budgétaire nous demande à ce que chaque année, on ajoute 100 000 $, pour que en 2026, on atteint nos besoins, pour qu'on puisse sécuriser nos besoins les jours où les FNIAP ou un autre partenaire, maintenant c'est les FNIAP, mais pour que les jours où ce partenaire est absent pour une raison ou une autre, on serait autonome. Et cet engagement est maintenu. Il y a l'autre engagement d'ordre politique. C'est là où j'ai parlé que c'est l'axe numéro 1 de notre PNDS. Et c'est là encore où il y a la création de la direction dont je parle au nom de cette direction. Cette direction est créée après ces engagements. Il y a encore la vulgarisation de la loi SR. C'est de créer un environnement favorable à la promotion, la création de la direction, la vulgarisation de la loi SR et la dotation de chaque formation sanitaire d'au moins un prestataire qualifié. Pour ce qui est de la santé communautaire, j'en ai parlé de 2 chiffres. J'ai parlé de 233, mais j'ai dit que c'est ancien, et j'ai parlé d'un chiffre de 700. Tout ça reste en deçà de nos ambitions, et c'est pourquoi on a créé un programme de santé communautaire. C'est pour faire l'état des lieux et pour nous donner une idée de ce qui nous attend. Pour ce qui est des agents de santé communautaire, il y a les agents de santé communautaire et il y a les relais communautaires. Et tout ça, en général, sont élus par leur communauté. Ils souffrent de l'instabilité et ils souffrent de la maigreur ou la maigresse de leur motivation. Donc, parfois, ils sont là, parfois, ils ne sont pas là, parce que ce n'est pas régulier et ce n'est pas fameux pour qu'ils continuent. Mais quand même, il
fournissent un grand travail, surtout les pays EVAS, surtout les normes sociales. Donc on compte beaucoup sur eux et c'est pourquoi il y avait la création de ce programme qu'on compte beaucoup sur ce programme pour avancer dans cette dynamique de santé communautaire. Surtout que notre hantise, c'est les décès maternels et les décès, comme vous le savez, sont plus dans la communauté que dans les structures. Et donc pour faire face à tout ça, c'est la création de ce programme. Merci beaucoup, Dr Brahim. Maintenant, à vous, Dr Lawale. Merci. Deux petites questions. Oui, les solutions que nous avons appelées solutions endogènes, est-ce qu'elles sont applicables? Ce que je voudrais dire, c'est parce qu'elles sont appliquées qu'elles ont été recensées. L'étude a consisté à recueillir un certain nombre de solutions face aux problèmes déjà appliqués par des prestataires et mesurer si ces solutions-là, si ces innovations, entre guillemets, ont apporté un gain substantiel en matière d'utilisation, en matière de continuité de service. Et quand la réponse est oui, on les recense. Voyez-vous, donc ce n'est pas quelque chose qui est imaginé aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vécu, qui a été appliqué et qu'on a recensé. La prière aujourd'hui, c'est que cela puisse survivre aux promoteurs qui sont sur place. Parce que ce sont des agents de santé, des prestataires qui sont dans des contextes donnés et qui ont eu des difficultés d'utilisation et de continuité de service et qui ont imaginé ces approches-là. Et ça a permis d'avancer. Il faudrait maintenant qu'on travaille pour que si ceux-là sont mutés ou bien ceux-là passent d'un service à l'autre, que le suivant puisse maintenir l'innovation et que les services puissent continuer parce que les demandeurs sont déjà habitués à cette approche d'offre de service dans cet environnement-là. Okay. Par rapport à la deuxième question, je dirais simplement pour gagner du temps, la réponse est oui. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce panel. Je remercie tous les panélistes d'avoir partagé les données, les évidences, les expériences et meilleures pratiques de leur pays. Et voilà, donc je clôture. Et à toi, Tchénebo.